Il règne un consensus apparemment unanime sur la fragilité des premiers États archaïques. Mais que signifie au juste effondrement dans des expressions comme l'effondrement d'Ur III vers 2000 avant notre ère, l'effondrement de l'ancien empire égyptien vers 2100 avant notre ère? Il vaut la peine de se pencher sur l'histoire du terme effondrement et les connotations négatives qu'il charrie. Pourquoi déplorer l'effondrement dès lors que la situation décrite par ce terme ne reflète le plus souvent que la décomposition d'un État complexe, fragile, généralement oppressif, en de plus petits fragments décentralisés de taille inférieure? Une raison fort simple et pas nécessairement superficielle de cette perception négative, c'est que la disparition d'un État prive les chercheurs et les spécialistes chargés de documenter les civilisations antiques du matériau brut dont ils ont besoin. L'effondrement, cela signifie moins de sites importants à explorer par les archéologues, moins de documents et de textes à analyser par les historiens et moins d'artefacts de toute taille à exposer dans les musées. Ce que je souhaite contester ici, c'est le préjugé rarement analysé selon lequel la concentration de la population au cœur des centres étatiques constituerait une grande conquête de la civilisation. Et ce, au détriment évidemment de la perception de la décentralisation qui, à travers des unités politiques de taille inférieure, traduirait une rupture ou un échec de l'ordre politique. Il me semble que nous devrions nous efforcer de normaliser l'idée d'effondrement et d'y voir l'amorce d'une reformulation périodique et peut-être même salutaire de l'ordre politique. L'effondrement d'un ancien centre étatique est implicitement, mais souvent à tort, associé à un certain nombre de tragédies humaines. Il est vrai qu'une invasion, une guerre ou une épidémie pouvaient provoquer de fortes hécatombes. Mais il était tout aussi commun que l'abandon d'un centre étatique n'entraîne que peu ou pas de pertes en vie humaine. On ferait mieux de considérer de tels phénomènes comme des instances de redistribution de la population. En cas de guerre ou d'épidémie, il arrivait souvent qu'en abandonnant la ville pour la campagne, les populations évitent de nombreux décès. La question de savoir ce qui se perdait au niveau culturel lorsqu'un grand centre étatique était abandonné ou détruit est donc strictement empirique. Il est clair qu'un tel effondrement avait probablement un effet important sur la division du travail, l'ampleur des échanges, l'architecture monumentale. Néanmoins, il est tout aussi probable que la culture ait survécu et se soit développée dans de multiples petits centres qui n'étaient plus soumis au centre principal. Il ne faut jamais confondre la notion de culture avec celle de centre étatique, ni l'apogée d'une culture palatiale avec ses fondements sous-jacents. Et surtout, le bien-être d'une population ne doit jamais être confondu avec la puissance d'un centre étatique ou palatial. On considérait souvent que les premiers États et civilisations possédaient une force d'attraction irrésistible, telle des aimants sur des populations captivées par leur luxe, leur culture, leurs opportunités. En réalité, c'est seulement par le biais de diverses formes de servitude que les premiers États ont réussi à capturer et à fixer une bonne partie de leur population. Ils étaient en outre vulnérables aux conséquences épidémiologiques de la concentration humaine. De fait, les premiers États étaient fragiles et susceptibles de s'effondrer, tandis que les âges sombres qui les ont suivis se sont souvent caractérisés par une réelle amélioration du bien-être des populations. Enfin, il y a d'excellentes raisons de penser que du point de vue matériel, l'existence en dehors de la sphère de l'État, l'existence barbare, a sans doute été souvent plus facile, plus libre et plus saine que celle des membres des sociétés civilisées, du moins ceux qui ne faisaient pas partie de l'élite.